Lucien Simon traitant dans ses conférences à Buenos Aires la peinture française de 1860 à 1930, c'est bien ici au musée d'Orsay qu'on va se confronter directement, plastiquement, matériellement aux œuvres qu'avait choisies Lucien Simon pour illustrer son propos, il y a maintenant presque un siècle on va dire. Bon, on peut comprendre ses goûts, ses aspirations et quelque part on comprend aussi sa peinture lorsque on voit les propos qu'il tient sur ses contemporains. Et à partir de documents qui étaient des notes qu'avait Lucien Simon lorsqu'il est parti à Buenos Aires, des notes qu'il a agrémentées et alimentées au fur et à mesure de ses conférences. Lorsqu'il part en 1931 à Buenos Aires, qu'il traverse l'Atlantique, il a 70 ans. C'est un artiste qui est arrivé à maturité, qui enseigne à l'École des Beaux-Arts depuis 1923, qui est membre de l'Institut, donc de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il est invité par l'Institut francophile des Beaux-Arts de Buenos Aires. Il faut savoir que les liens entre l'Argentine et la France étaient extrêmement étroits. Dans le livret, je tiens à le dire, tout est précisé, tout est remis en contexte. Il va rejoindre il va aussi rejoindre sa fille et son gendre qui étaient partis vivre à Buenos Aires et qui avait fait aussi en partie le lien avec le milieu très francophile, cultivé de Buenos Aires. Mais donc lorsqu'il traverse l'Atlantique à 70 ans, c'est un artiste arrivé à maturité, qui est déjà dans une logique de transmission, puisqu'il enseigne à l'École des Beaux-Arts en peinture, poste qu'il occupera jusqu'en 1936. Donc on est vraiment au cœur de ce Lucien Simon enseignant qui est dans la logique de transmettre aussi, tant plastiquement qu'historiquement, ce qu'il a reçu. Et puis en tant que membre de l'Institut, il représente l'État français. Il y a tout ce bagage, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il ne traite que la peinture française. Malheureusement, au fur et à mesure de ses conférences, il se trouve que Lucien Simon a eu, je pense, de plus en plus d'aisance à s'exprimer. Donc ses notes ont été de plus en plus hachées et réduites, mais les premières conférences, au contraire, sont extrêmement écrites, ce qui nous permet aussi de se rappeler que Lucien Simon a eu pendant un temps l'envie d'être écrivain. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais on peut commencer par là. Lucien Simon vient d'un milieu parisien, un milieu aussi attaché à la littérature, et lui-même a eu pendant un temps, je dirais, des ambitions littéraires. Il a fallu attendre son volontariat à l'âge de 18 ans et la rencontre d'un autre jeune artiste qui était Georges Desvallières et qui va être son ami tout au long de sa carrière, qui va lui l'encourager à devenir peintre à son tour. Et Lucien Simon va avoir la carrière sans doute que vous connaissez. Lucien Simon, pour que vous compreniez bien, c'est un artiste qui est né en 1861, qui est mort en 1945, qui couvre donc la fin du 19e et toute la première moitié du 20e siècle et qui jusqu'à sa disparition en 1945 n'a cessé de peindre. Il commence à exposer dans les années 1880 et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il explique que la peinture sur laquelle il va se concentrer, c'est la peinture qu'il a regardée, la peinture de ses contemporains. Alors pas uniquement, on sait que Manet est mort en 1883, il va consacrer une grande partie à Manet, à des toiles des années 1860, alors qu'il est tout jeune, il n'a pas encore l'âge de regarder la peinture je pense, mais il n'empêche qu'il a pu voir Manet exposer dans les années 1880, un Manet arrivé à maturité, enfin accepté je dirais, et puis on va le voir au cours de notre parcours aussi, des artistes certains qu'il a pu rencontrer, je pense à Pierre Puvis-Chavannes, je pense à Edgar Degas, des artistes qu'il a fréquentés, avec lesquels il a plus ou moins tissé d'ailleurs d'amitié, et souvent ce sont les artistes qui l'ont précédé, qui sont un peu ses aînés, on va dire, dans la peinture. Le parcours va donc commencer par la peinture d'histoire, la façon dont jeune peintre, à l'âge de 20 ans, il va regarder avec beaucoup d'admiration les peintres d'histoire sous la Troisième République, et en particulier un genre très en vogue sous la Troisième République qui est le genre de la peinture militaire. Ensuite, nous nous dirigerons vers une autre tendance très en vogue sous la Troisième République qui est celle du naturalisme. On ira voir ensemble un tableau de Jules Bastien-Lepage que Lucien Simon présente à sa conférence à Buenos Aires. On abordera ensuite la question des salons, la scission qui a lieu en 1890 entre une nouvelle société qui est créée et qui est présidée par Rodin et Pierre Puvis-Chavannes, qui est la Société nationale des beaux-arts, à laquelle va se rattacher Lucien Simon. Il a à ce moment-là 30 ans. C'est un artiste qui a déjà fait valoir son talent au salon, mais qui va se rattacher à un nouveau salon, jugé plus libéral, qui est le salon de la Société nationale des beaux-arts, qui vient concurrencer au mois de mai le salon des artistes français. On abordera donc plusieurs exemples, à commencer par bien sûr Pierre Puvis-Chavannes lui-même. Et ensuite nous basculerons vers un autre artiste. Ce qui est intéressant dans ce cycle de conférences que fait Lucien Simon à Buenos Aires, c'est qu'il l'introduit en disant naturellement mes affinités ont aiguillé mon propos. C'est-à-dire que je décide volontairement de ne pas parler de ceux que je n'apprécie pas. Donc il passe sous silence un certain nombre d'artistes. Néanmoins, il consacre une conférence à un artiste, et il est vrai qu'il goûte assez peu, qui est Gustave Moreau, qui est l'un des précurseurs du symbolisme et qui est ici présenté au musée d'Orsay. Ensuite, nous basculerons vers l'impressionnisme. Nous irons voir un grand tableau de Fantin-Latour, 2 tableaux de Claude Monet, et puis nous montrerons à l'étage des impressionnistes pour voir Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe, ce fameux tableau iconique de la peinture d'Édouard Manet.
Nous continuerons les tâches des impressionnistes pour nous concentrer sur Degas, ses danseuses, l'opéra, mais également sur Renoir. On terminera ce cycle avec Cézanne. Cézanne et la façon dont sa peinture préfigure le cubisme, et aussi la façon dont Lucien Simon se perd par rapport au cubisme. Et notre cycle se terminera définitivement dans les salles consacrées à Gauguin. Et notre conférence se terminera avec un ami intime de Lucien Simon qui est Maurice Denis. On verra 2 petits tableaux de Maurice Denis pour présenter les liens aussi étroits qui liaient Lucien Simon à Maurice Denis. Derrière moi, un tableau d'Édouard Detaille, un élève d'Ernest Meissonnier. Ce tableau a été exposé au Salon des artistes français de 1888. Il s'intitule Le Rêve. Un tableau sous la Troisième République qui est extrêmement célèbre, qui a été directement acheté par l'État au Salon des artistes français de 1888 et qui illustre tout à fait ce genre nouveau, en fait, ce grand genre de la peinture d'histoire, la façon dont ce grand genre est renouvelé sous la Troisième République avec des nouveaux sujets, des sujets beaucoup plus contemporains, qui renouvellent le sujet même de la peinture dite de bataille, le grand format. Alors au 19e, la peinture reste encore l'héritière de l'enseignement de l'Académie royale de peinture, un enseignement qui est très, je dirais, hiérarchisé, notamment dans la hiérarchie dite des genres. Sans doute vous avez déjà entendu parler de cette hiérarchie des genres, toujours très en vogue au 19e siècle. Cette hiérarchie, il y a tous les genres de peinture qui sont donc divisés. Cette hiérarchie est dominée par le grand genre, celui de la peinture d'histoire. Elle est suivie directement par le portrait, la peinture de genre, et ensuite en bas on avait la nature morte et tout en bas le paysage. La hiérarchie était dominée par le grand genre dite de la peinture d'histoire. Pourquoi ? Parce que c'était les grands formats à même d'édifier l'âme, parlant des grands sujets historiques, mythologiques. L'Antiquité romaine en particulier était très représentée, mais aussi l'histoire de France. Ce grand format, vous l'avez compris ici d'Édouard Detaille, vient renouveler ce grand genre de la peinture d'histoire puisque ce n'est pas une bataille épique ou je dirais une date historique qui est représentée. Édouard Detaille en fait va faire valoir sous la Troisième République une nouvelle peinture qu'il juge plus moderne, une peinture dite militaire. Il se trouve que lui-même est un vétéran de la guerre de 1870. Il a été sur le front, il a vu en fait l'horreur d'une guerre qui a été extrêmement rapide, très meurtrière et qui a vu surtout un traumatisme en France, c'est-à-dire la défaite brutale, la chute du Second Empire et la défaite brutale face à la Prusse. C'est un traumatisme extrêmement présent sous la Troisième République dans les premières décennies. Et simplement pour vous dire que Lucien Simon lui-même en fait faisait partie de cette bourgeoisie parisienne très marquée par la guerre de 70 puisqu'il avait 9 ans lors des incidents de la Commune. Il a vécu la Commune en tant que Parisien, mais il avait 9 ans, c'est un enfant, et il en parle dans le début de ses mémoires. Donc il faut savoir que toute la société française était profondément marquée par cet épisode. Et lorsqu'il commence à peindre, dans les années 1880, naturellement, il admire en fait ce nouveau genre de la peinture d'histoire qui se veut plus moderne. Qu'est-ce que vous avez ici sous les yeux ? Eh bien, ce n'est pas une scène de bataille, c'est une scène de repos, très étonnamment, comme un paysage au passage. C'est l'aube qui se lève sur des conscrits qui sont endormis à l'occasion des grandes manœuvres des années 1880. Et ces conscrits, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dimension très symbolique puisqu'ils rêvent. C'est le titre du tableau. Ils rêvent puisqu'on voit dans la partie supérieure l'armée française, l'armée du Premier Empire, mais aussi l'armée de la Restauration avec le drapeau blanc au centre. À droite, vous avez l'armée du Second Empire qui a perdu, mais qui était une armée en fait, dont tout le monde a vanté je dirais, l'aspect très glorieux de certains bataillons qui se sont battus jusqu'au bout dans certaines batailles, à Reichshoffen par exemple, entre autres. Il faut imaginer qu'en 1931, Lucien Simon sort de 10 années de chantier très importants, c'est l'escalier du Sénat, dans laquelle il a justement traité cette question de l'impact de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il fait le parallèle entre la peinture militaire et la peinture qui traite la mémoire de la Première Guerre mondiale, il parle aussi indirectement de ses propres décors dans l'escalier du Sénat, et notamment cette façon assez étonnante de superposer le niveau terrestre et le niveau céleste. Ce qui d'ailleurs était propre autrefois à la peinture religieuse. Sous la Troisième République, on réemploie, je dirais, la codification de la peinture d'histoire, et au sein même de cette peinture d'histoire, la peinture religieuse, c'est-à-dire la dimension terrestre et céleste. Concrètement, qu'est-ce que véhicule ce tableau ? Il véhicule l'idée de la revanche qui est omniprésente en fait dans la peinture dite militaire, l'idée en fait d'une revanche qui, comme vous le savez, n'aura lieu que bien plus tard, à partir de 1914, la Première Guerre mondiale. C'est un contexte aussi politique assez tendu. Toujours est-il que ce tableau va être exposé, acheté par l'État et exposé à l'exposition universelle de 1889. En 1889, qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi le service militaire obligatoire le 15 juillet qui est institué par l'État français. Et ce tableau, il vante un peu l'esprit patriotique. C'est une peinture en fait d'actualité, une peinture dite patriotique. Et Lucien Simon en parle dans sa première conférence. Il introduit ainsi son propos. « Je vous conduirai d'abord au salon du temps de mon adolescence. Il n'y avait encore qu'un salon officiel à Paris.
très peu d'expositions particulières. Et j'allais tout d'abord voir des peintres militaires dont la vogue n'avait cessé durant tout le XIXe siècle et dont les représentants, Meissonnier, De Taille, Neuville, donc Édouard de Taille est celui que nous avons derrière, et c'est un élève de Meissonnier. Et nous avons Alphonse de Neuville, exactement à l'opposé, avec un sujet pareil. C'est la bataille du cimetière de Saint-Privat, qui est un tableau assez connu, acheté par l'État exactement au même moment. Les représentants Meissonnier, De Taille, Neuville se partageaient alors mes admirations. Ils n'étaient pas les seuls à régner en maître, le salon d'alors était encore sous la férule de l'Institut. Il faut imaginer que c'est un membre de l'Institut qui évoque cela. À l'époque, c'est une réalité. Le salon annuel, il n'y en a qu'un par an, c'est au mois de mai. Et les membres du jury sont tous membres de l'Académie des Beaux-Arts. C'est eux qui décident finalement qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut en fait intégrer le salon ou qu'est-ce qui ne peut ne pas l'intégrer. C'est eux finalement qui sont aussi le garant de l'esthétique. Et il se trouve que sous la Troisième République, on voit cette peinture, parfois sclérosée, celle de la peinture d'histoire, ce genre, évoluer vers quelque chose de plus moderne, qui sont ces sujets plus contemporains. C'est vers 1880, mes études et mon service militaire terminés, que je commençais à fréquenter le salon, où j'exposais dès ce moment quelques petites aquarelles qui gagneraient à être tenues sous silence. En fait, en 1881, Lucien Simon participe pour la première fois, à l'âge de 20 ans, au Salon des artistes français. Il expose effectivement un ensemble de petites aquarelles. Pour terminer avec Édouard de Taille, il précise « La peinture militaire, durant tout le 19e, avait trouvé un nouveau regain dans la guerre de 1870. Les élèves de Meissonnier, donc de Taille, de Neuville, en retraçaient les épisodes, le premier avec plus de précision, le second avec plus de verve. » Alors c'est intéressant parce que il fait un parallèle, on est en 1931, avec la peinture qui a émergé après la Première Guerre mondiale, en disant que cette peinture, après la Première Guerre mondiale, est tout à fait différente parce que celle de la Première Guerre mondiale n'illustre pas la guerre. La plupart des peintres qui sont partis sur le front de 1914 ont très peu représenté la guerre, ou quand ils l'ont représenté, c'est uniquement par des anecdotes, par des petites scènes de tranchées, mais pas par des scènes de grandes batailles. La disparition de l'anecdote est même du fait précis. L'état, le plus souvent, succède à l'action. Je ne fus pas indifférent à ce premier constat avec la peinture et ne suis jamais depuis resté insensible à l'ingéniosité des compositions. D'ailleurs, ce dessin des chevaux me tenait déjà et je goûtais ceux de Meissonnier et de Taille avant d'avoir compris ce qu'ils pouvaient avoir d'un peu photographique dans leur précision. Évidemment, il faut imaginer un jeune artiste de 20 ans qui est aussi subjugué par la technique parfaitement maîtrisée de ces peintres d'histoire. Jules Bastien Lepage, juste 20 ans, il vient de Danvillers, il vient de province, il monte à Paris, il a une carrière en fait très fulgurante, il est tout de suite confronté à un courant qui est très en vogue sous la Troisième République, qui est le naturalisme. Le naturalisme en peinture est lui-même en fait issu du naturalisme littéraire d'Émile Zola. Le naturalisme en fait, sous la plume de Zola, vous savez, a une description plus scientifique, très étudiée de la réalité. Il est lui-même en fait le descendant du réalisme de Balzac. Et tout cela, en fait, Lucien Simon en a parfaitement conscience. D'ailleurs, la définition qu'il offre dans sa conférence à Buenos Aires du naturalisme est une définition extrêmement complète qui permet de distinguer d'ailleurs le naturalisme du réalisme. Moi, vous savez, j'ai enseigné pendant 7 ans la peinture du 19e siècle aux élèves de l'école du Louvre et j'avais toujours cette difficulté à bien distinguer le réalisme du naturalisme auprès des élèves. Les élèves parfois avaient du mal à distinguer finalement ces deux tendances. Finalement, il faut se référer à une définition sans doute que Lucien Simon connaissait très bien. Camille Lemonnier, qui était un poète et écrivain romancier belge, Camille Lemonnier, en 1878, publie dans la revue L'Artiste, en juillet 1878, un article très important sur Gustave Courbet. Courbet, en peinture, c'est le représentant du réalisme, à tel point de manière très égocentrique qu'il disait lui-même « le réalisme, c'est moi ». D'ailleurs, Lucien Simon ne traite pas Gustave Courbet parce que Gustave Courbet est vraiment de la génération précédente, c'est pas vraiment dans les années 1860, on est vraiment dans la fin de la carrière de Gustave Courbet. Tout ça pour dire que Camille Lemonnier, dans son article consacré à Gustave Courbet, décrit ce qu'est le naturalisme. Il observe en 1878 le développement d'une nouvelle tendance en peinture et il décrit cette tendance comme un réalisme agrandi de l'étude profonde des milieux. Un réalisme agrandi de l'étude profonde des milieux. Le naturalisme en fait s'appuie sur le réalisme, l'idée de représenter la réalité, mais lui confère une véracité très étudiée, très scientifique, parfois allant jusqu'à l'anthropologie, aux sciences sociales, dans un contexte sous la Troisième République qui voit le développement du scientisme. Cette idée aussi que finalement tout peut s'expliquer par la science. On peut tout expliquer, tout décortiquer, tout étudier, et donc on voit se multiplier d'ailleurs la grande parade des ismes. Au passage, on aura l'occasion tout au long de ce parcours d'évoquer la réalité en histoire de l'art de cette parade des ismes. Et Lucien Simon utilise ces ismes qui sont des outils pédagogiques
dans un contexte qui voit la multiplication des tendances, l'affrontement en fait de courants en peinture. Et les ismes sont des outils très pratiques, très pédagogiques que toute l'histoire de l'art utilise, qu'on utilise encore aujourd'hui. On verra d'ailleurs qu'avec Lucien Simon, ce qui est intéressant, c'est que ces ismes parfois sont bien mal utilisés puisque ça ne correspond plus du tout aux classifications d'aujourd'hui. Pour le naturalisme, par contre, il a une vision tout à fait, je dirais, pertinente et tout à fait, qui correspond tout à fait à l'analyse que nous avons aujourd'hui. Il va, à propos du naturalisme, présenter un jeune artiste qui est mort très tôt, qui est Jules Bastien Lepage, et qui est issu de l'académisme, issu de l'enseignement académique, puisque c'est un élève à l'école des Beaux-Arts d'Alexandre Cabanel dans les années 1870. Il va marquer de son influence l'atelier d'Alexandre Cabanel, à tel point que ses camarades d'atelier, par exemple Pascal Adolphe Dagnan-Bouvray qui est juste au-dessus, ou encore Léon Lermite, eh bien, sont les artistes qui vont être influencés par Bastien Lepage dans cette tendance que vous avez sous les yeux. Ce tableau illustre parfaitement ce qu'est le naturalisme, mais je vais laisser la parole à Lucien Simon. Aux côtés des académiciens commençait à se manifester au salon un mouvement tout différent, le naturalisme auquel ne pouvait rester indifférent tout esprit avide de connaître. Je dois vous dire l'intérêt que j'ai pris aux manifestations de cette école, aux recherches un peu étroites, sans grand lendemain, de Bastien Lepage. Le naturalisme de ce dernier fut au réalisme de Courbet ce que le naturalisme de Zola fut au réalisme de Balzac. On ne peut pas être plus précis dans la définition. La différence même est plus grande car Zola, tout en préconisant implicitement le rendu des choses observées, y mettait une flamme, un caprice qui lui faisait parfois préférer son inspiration à l'exactitude. Bastien Lepage, lui, est un minutieux, un modeste transcripteur. Il y déploie un talent énorme. Ce n'est pas seulement son dessin qu'il astreint aux fidélités les plus ténues, c'est l'aspect général du tableau qu'il veut tout à fait conforme et il s'épuise à peindre à l'endroit même où la scène se passe, faisant poser ses modèles de longues séances en plein air, choisissant le plus souvent les temps gris par lesquels les lumières restent plus longtemps identiques à elles-mêmes. Pas de transposition, de résumé, tout est fidèlement à la même place que dans la nature. La motte de terre, le brin d'herbe. Ne croyez pas que l'accumulation du détail ne vienne par trop gêner la vérité de l'ensemble. Ce détail, il en observe le rôle plus ou moins discret. Je le répète, cet homme a tous les soucis de l'exactitude. Son œuvre est-elle de celle qui, à mes yeux, ne mérite aucune survie? Si je le pensais, je ne vous en aurais pas parlé, malgré son heure de renommée. Il faut imaginer qu'en 1931, lorsque Lucien Simon présente Bastien Lepage à un public de Buenos Aires, c'est un artiste qui, en grande partie, est tombé dans l'oubli. Il tient justement à questionner, à parler aussi d'une certaine évolution de la peinture, qui était celle de son temps, et justement à faire valoir certains artistes tombés en partie dans l'oubli. Devant la figure de femme du tableau intitulé Les Foins, très exactement celui que nous avons sous les yeux, pleine, solide, sans ombre, j'oublie la fatigue que l'exécution de Bastien Lepage me fait souvent éprouver. J'y trouve cet œil scrutateur et honnête jusqu'au scrupule qui, à mon sens, mérite un respectueux hommage. Lors de cette conférence consacrée au naturalisme, il fait suivre directement le naturalisme d'une autre tendance, d'un autre isme, qui est celle du classicisme. Classicisme auquel il va attacher directement une figure qui fait partie des figures les plus admirées par Lucien Simon, qui est Pierre Puvis de Chavannes. On va surtout s'intéresser au tableau de la partie supérieure, Le pauvre pêcheur, qui illustre en fait tout à fait l'esthétique assez moderne, assez novatrice de Pierre Puvis de Chavannes dans les années 1880. Pierre Puvis de Chavannes, selon les propos de Lucien Simon, constitue à ses yeux incontestablement le maître de l'école de la décoration. En fait, effectivement, Pierre Puvis de Chavannes, sous la Troisième République, va être le décorateur extrêmement à la mode. Il a d'ailleurs du mal à appliquer ses principes de synthèse. Si vous regardez ce tableau, Le pauvre pêcheur, c'est un tableau de Chevalet, ce n'est pas un grand décor, mais il applique dans ce tableau de Chevalet les principes qui sont ceux de sa peinture, où il imite un peu l'éclat, un peu atténué, je dirais, au niveau chromatique des fresques. Toutes ces toiles, tous ces grands décors qu'il va réaliser au Panthéon, ou à l'époque le grand chantier de l'église Sainte-Geneviève, mais il y a également la bibliothèque de Lyon, il a aussi réalisé un décor très important à Boston, aux États-Unis. C'est donc une reconnaissance tout à fait internationale en tant que décorateur. Eh bien, il a du mal à appliquer ces principes, je dirais, esthétiques qui ressemblent à la fresque, alors que ce sont des toiles marouflées, tous ces décors, il n'y a aucune fresque, au tableau de Chevalet. Ce tableau, c'est un peu un unicum. C'est d'ailleurs, alors que l'artiste a eu des commandes extrêmement tôt dans sa carrière, à partir de 1860 comme décorateur, eh bien, c'est la première acquisition d'un tableau de Chevalet de Pierre Puvis de Chavannes, et il faut attendre 1887, extrêmement tard dans sa carrière. Et ce tableau va d'abord être exposé au salon de 1881, et il va être extrêmement critiqué par la critique d'art. Vilipendé, parce qu'on va juger ce côté en fait extrêmement synthétique, l'absence de profondeur, qui évoque presque comme du papier peint ce sujet. Un sujet aussi très sobre,
déjà symbolise d'une certaine manière, parce que tout illustre, tout est en faveur du sujet qui est le pauvre pêcheur, tout illustre le dénuement, la pauvreté, la détresse en fait du sujet qu'il représente. Le pauvre pêcheur, ce n'est pas non plus un sujet d'histoire, si on réfléchit bien, on pense à une résonance biblique, mais bon, est-ce que c'est un sujet biblique? Non, en fait tout est ici au service de l'idée est faite en fait d'un certain dénuement. Et c'est ce qui fait que la critique au salon, lorsqu'il est exposé pour la première fois, va se montrer très sévère à l'égard de ce tableau par ses principes esthétiques extrêmement synthétiques. Lucien Simon, eh bien, au contraire, fait valoir ce talent de décorateur et cette façon dont il a donc d'arriver à une certaine synthèse. Nous retrouvons la nette initiative d'un maître influent à lui seul une partie de son temps. Sans aucun imitateur servile des primitifs florentins, il retourne aux silhouettes peu modelées, au ton simple, sans aucun brillant de couleur ou de facture, usant d'un maçonnage adapté à la pierre, la fresque, avec une grande élévation de pensée. La primauté finalement de l'idée, une peinture qui est au service, qui se veut décorative et qui est au service de l'idée. En apportant un souci et un sens du paysage dans le domaine contemporain de la vision. Lucien Simon en fait parle aussi en tant que décorateur. Comme je l'ai précisé déjà devant le tableau d'Édouard de Taille, lorsque Lucien Simon fait ce voyage en 1931, c'est aussi le décorateur qui parle. Et on ne peut pas faire du grand décor sans, lorsqu'on s'intéresse à la peinture, encore au XXe siècle, sans se confronter directement au grand décor de Pierre Puvis de Chavannes, dont les décors étaient toujours en fait au service de l'architecture environnante. Si c'est une chose importante dans les conférences de Lucien Simon, c'est que c'est aussi celle d'un homme qui a vécu avec ses contemporains et qui tient à agrémenter ses conférences, je pense en bon orateur, et bien d'anecdotes, de rencontres personnelles qu'il a fait avec tel ou tel. Pierre Puvis de Chavannes, il se trouve, c'est un artiste, bien sûr, bien plus ancien que lui, il est né en 1826, si je ne me trompe pas, et donc c'est un aîné finalement dans la peinture, mais il a pu le fréquenter par la Société nationale des beaux-arts. Et il a pu nous livrer en fait quelques éléments propres au tempérament de ce peintre, et il s'appuie pour cela sur un buste d'Auguste Rodin. Tout le monde connaît le buste admirable que Rodin fit de son ami Puvis de Chavannes. Cette tête de chevalier, un peu narquois, renversée en arrière, comme coincée au-dessus de deux épaules étroites et raidies. Je l'ai connu affable pour la jeunesse, un peu distant avec ses collègues, passant les comités qu'il présidait à griffonner des caricatures qu'il jetait sous la table, mais qui ont été recueillies et qui composent aujourd'hui un livre. Il travaillait tout le jour durant, enveloppé dans une houppelande. Une houppelande, c'est une sorte de robe de chambre, une sorte de manteau assez ample. Se sustentant avec quelques figues, il étonnait le soir ses amis par sa capacité de boire et de manger. On imagine les soirées très animées. Aucune des joies de la vie ne lui était d'ailleurs étrangère. Ça, c'est simplement aussi pour contrecarrer l'idée d'un Puvis de Chavannes très austère. Lorsqu'on a vu le pauvre pêcheur, on pourrait imaginer quelqu'un de très vivant comme saint François d'Assise. Non, ce n'est pas le cas en réalité. Aucune des joies de la vie ne lui était d'ailleurs étrangère, mais il savait les trouver à ses côtés. Lyonnais habitué à la capitale, il ne s'éloignait jamais de Paris, plus loin que son atelier situé à Neuilly. Les crépuscules du parc Monceau, son petit étang lui suggéraient son bois sacré, un décor très célèbre de Puvis de Chavannes. Et pour l'entourer de falaises rocheuses, il regardait la valeur des maisons du boulevard Malherbe. C'est tout ce qui différencie en fait aux yeux de Lucien Simon, Puvis de Chavannes d'un Gustave Moreau. Tous les deux sont précurseurs du symbolisme qui va s'épanouir dans les années 1890. L'idée de faire valoir une peinture au service d'un symbole, par un symbole au service d'une idée, Mais pour Lucien Simon, Puvis de Chavannes va beaucoup plus regarder la nature que Gustave Moreau. Le boulevard Malherbe, le parc Monceau. Et puis terminer avec une petite anecdote, celle des banquets. On a abusé aujourd'hui des banquets. Le moindre ruban rouge en provoque. Mais là, c'était le premier qu'on offrit à un peintre, le banquet consacré à Pierre Puvis de Chavannes. Toute l'élite française y assistait. Et sous le poids des louanges, sous le poids de son œuvre immense qu'on lui faisait passer devant les yeux, ce glorieux vieillard se cacha le visage, sentant venir une larme. Cette exaltation du génie, quelle leçon d'humilité pour les petits débutants qui garnissions les bouts de table. Lucien Simon lui-même à ce banquet avec ses amis. Quel stimulant en même temps. Ambition, espoir, sentiment de sa faiblesse, la bonne vie tragique des jeunes années. Puvis de Chavannes mourut peu de temps après. Il travailla jusqu'au bout, malgré de grandes incommodités, et quand il sentit venir son dernier moment, il fit sortir tout le monde pour mourir seul, par décence. Ces conférences à Buenos Aires en fait, sont l'occasion aussi pour Lucien Simon d'introduire parfois des choses plus intimes qui, il faut bien le dire, aujourd'hui sont tout à fait inédites au niveau de l'histoire de l'art. On a plusieurs anecdotes pour Puvis de Chavannes et pour d'autres artistes
que personne ne connaît puisqu'elles n'ont pas été rapportées par qui que ce soit. On ne peut pas aborder Puvis-Chavannes sans aborder la question des salons, ce contexte du Salon des artistes français, le salon unique annuel qui a lieu au mois de mai et qui présente plusieurs milliers d'exposants. On a parfois jusqu'à 2000 exposants à ce salon. C'est une très très grande manifestation qui a lieu au Palais de l'Industrie, puis à partir de 1900 au Grand Palais, le Grand Palais étant inauguré uniquement pour l'exposition universelle de 1900. Donc c'est un très très vaste espace regroupant les peintres mais aussi les sculpteurs, tous les arts graphiques, la production en fait des beaux-arts, défendue par une idée aussi, un jury qui est tenu par l'Institut, l'Académie. Ce salon des artistes français est jugé en fait trop peu évolutif, trop sclérosé par un certain nombre d'artistes, parmi lesquels Pierre Puvis-Chavannes, et en 1890 est créé un salon de la Société nationale des beaux-arts. C'est une vieille société, la Société nationale des beaux-arts, qui avait été fondée en fait en 1863 dans le contexte du Salon des Refusés. Une société qui se voulait plus libérale en fait, mais en même temps qui se voulait aussi exigeante. Le Salon de la Société nationale des beaux-arts n'est pas un salon sans jury. Il y avait à partir de 1884 à Paris le salon dit des indépendants, qui était un salon libre, un salon sans jury. Ce salon aussi était une énorme foire. Et concrètement, un certain nombre d'artistes voulaient proposer un salon rival au Salon des artistes français, le Salon de la Société nationale des beaux-arts, mais en même temps un salon exigeant. Plus sélectionné. Le Salon des artistes français réunissait parfois jusqu'à 2000 artistes. Le Salon de la Société nationale des beaux-arts réunit 150 artistes tout au plus. Un salon donc très sélectif, mais aussi très qualitatif, et qui est tenu, présidé par Pierre Puvis-Chavannes, mais aussi Auguste Rodin, ou encore Albert Ernest Meissonnier, ce peintre d'histoire que je n'ai pas évoqué, mais qui a enseigné à Édouard de Taille. Donc c'est aussi en partie lié à l'institution. On a ce salon, une sorte de sécession, si vous voulez, à la française, et qui va préfigurer toutes les sécessions des années 1890 en Europe. Je pense à la sécession viennoise, qui est la plus célèbre, à partir de 1896 avec Gustav Klimt. Mais il faut savoir que tout cela a été précédé en France par ce mouvement de la Société nationale des beaux-arts. Lucien Simon fait une présentation d'Alfred Roll. Alfred Roll va être l'un des membres éminents de la Société nationale des beaux-arts, un peintre que connaissait personnellement Lucien Simon et qu'il traite dans l'une de ses conférences lorsqu'il aborde la peinture dite claire, une peinture tout à fait acceptée au niveau institutionnel mais qui se veut plus moderne. Lorsque vous regardez ce tableau qui est en haut à gauche qui représente la laitière, c'est un tableau de 1887, la façon dont le naturalisme de Bastien Lepage s'est diffusé au sein même d'artistes tout à fait institutionnels puisque Alfred Roll sera membre de l'Institut dès les années 1880. Roll était le fils d'un riche marchand de meubles du faubourg Saint-Antoine. Il était grand, robuste, timide, sans souplesse, ombrageux. Il eut parfois le souci d'exprimer par la peinture une philosophie humanitaire qui le hantait. Son art abondant et généreux manque, comme sa personne, de subtilité. Il peignait épais, solide, simple, mat, comme avait peint Manet, mais sans l'éclat, le trait de génie de l'auteur de l'Olympia. Vous en avez de très beaux spécimens ici au musée de Buenos Aires, la Pasiphae, qui est un tableau effectivement qui avait été acheté par le musée de Buenos Aires auprès d'Alfred Roll. Et votre tableau, la Pasiphae du musée de Buenos Aires, est au moins égal à la laitière qu'a gardé nos galeries nationales, c'est-à-dire le tableau que vous avez sous les yeux. Il sait très bien à qui il s'adresse, il s'adresse aussi à un public tout à fait aussi féru d'art. Et votre ville d'ailleurs a eu l'extrême bonne grâce de nous prêter dernièrement cette Pasiphae pour une exposition rétrospective. En effet, quelques mois plus tôt à Paris, avait eu lieu une très importante rétrospective à Paris consacrée à Alfred Roll, pas loin de 115 peintures. C'est vous dire en fait la réputation qu'avait encore Alfred Roll dans les années 30. Voilà pour l'exemple des salons. Ce qui est intéressant, c'est que Lucien Simon tient à préciser tout ce contexte au public de Buenos Aires pour expliquer un peu cet extraordinaire fourmillement de production, mais aussi d'exposition. On va juste se tourner vers les deux tableaux de Gustave Moreau qui sont ici. C'est une conférence consacrée à l'enseignement qu'a eu Gustave Moreau, qui est un enseignement extrêmement important. Et c'est une fois de plus l'enseignant lui-même qui parle. Il se trouve que Lucien Simon a repris un atelier à l'École des Beaux-Arts à partir de 1923, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que la critique va régulièrement faire un parallèle entre l'enseignement de Lucien Simon dans l'entre-deux-guerres et celui qu'a donné Gustave Moreau à la fin du 19e. Gustave Moreau, c'est un artiste qui est né en 1826 et qui meurt en 1898, qui va être membre de l'Institut à partir de 1888. C'est un artiste aussi extrêmement rare dans les salons, et ça Lucien Simon le sait, puisqu'à partir de 1880, Gustave Moreau refuse toute exposition publique de son œuvre, à l'exception, en 1886, d'un ensemble d'aquarelles dans la galerie Goupil pour illustrer les fables de La Fontaine. C'est donc un artiste qui a son cercle de clients et qui n'expose plus, qui disparaît littéralement, et pourtant qui va devenir membre de l'Institut en 1888, et pourtant qui va prendre la direction d'un atelier de peinture à l'École des Beaux-Arts à partir de 1892. Enseignement qu'il va donner jusqu'à sa mort en 1898. Il va enseigner autour d'une pléiade de jeunes artistes, parmi lesquels Henri Matisse,
qui se réclamera de Gustave Moreau, mais également Georges Desvallières, qui était un intime de Lucien Simon. Mais voilà, Albert Marquet, Charles Camoin, Henri Manguin, un certain nombre d'artistes qui seront en fait les fauves du Salon d'automne de 1905. La libération de la couleur des fauves, d'ailleurs, se comprend vraiment aussi dans l'enseignement qu'a prodigué Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts, qui était un enseignement extrêmement libéral, contrairement à ses contemporains comme Cabanel ou Bouguereau, qui voulait en fait faire valoir la sensibilité propre aux jeunes artistes, à tous ces jeunes artistes qui étaient au sein de son atelier. Et ça, tous, Matisse, Marquet, Camoin, Manguin, le répètent et se réclament comme des fils spirituels de Gustave Moreau. Tout cela, en fait, Lucien Simon, en 1931, il le sait. Il sait l'importance qu'a eu l'enseignement de Gustave Moreau dans l'épanouissement de tous ces artistes qui sont, dans l'entre-deux-guerres, devenus des véritables stars internationales. Matisse, en 1931, autant vous dire qu'il est incontournable pour la peinture française. Et c'est la raison pour laquelle il tient à consacrer une partie à cet artiste qui, il le dit lui-même, en fait, en définitive, il ne goûte que très peu. Gustave Moreau fut un professeur, vous voyez qu'il introduit dès le début. Il eut un atelier à l'École des Beaux-Arts, atelier où se pressèrent tous les jeunes esprits un peu curieux de son temps. Gustave Moreau appartenait par ses amitiés et ses titres à la partie la plus traditionnaliste de notre école, au moment où les salons étaient partagés entre la vulgarité des derniers académiques et celle des suiveurs de l'école impressionniste. À la suite de mes premiers envois au salon, on est donc au tout début des années 1880, il me fit l'honneur de me convier à être des siens. C'est-à-dire que Gustave Moreau a rencontré personnellement Lucien Simon. On le sait de manière certaine puisque Gustave Moreau était un intime de Georges Desvallières et donc un habitué des cercles de la rue Saint-Marc qui était tenu par le grand-père de Georges Desvallières. Il se trouve que dans ses mémoires, Lucien Simon a été introduit dans ce cercle littéraire, un milieu d'académiciens, un milieu de plumes, de lettres, mais aussi d'artistes peintres, et qu'il a ainsi rencontré personnellement Gustave Moreau. Il se trouve que là, dans ses conférences, et c'est tout à fait inédit, Lucien Simon nous rapporte cette anecdote, cette rencontre entre Gustave Moreau et lui. Je connaissais peu son œuvre qu'il gardait fort secrète. Ce que j'en avais entrevu, toutefois, correspondait peu à l'idée que je me faisais du beau dessin, des beaux partis pris simples de la couleur, et puis mon autodidaxie me plaisait. Il me fit l'honneur de me convier à être des siens, c'est-à-dire à introduire, en fait, non pas son atelier, puisque Gustave Moreau n'a eu un atelier qu'en 1892, mais plutôt à introduire son cercle des élèves privés. Desvallières faisait partie des élèves privés de Gustave Moreau, mais aussi d'autres jeunes artistes, comme par exemple Harry Renan, qui était le fils d'Ernest Renan, qui était un peintre symboliste de l'époque. Mon autodidaxie me plaisait, l'échange d'idées avec mes aînés, mes visites au Louvre, je refusais son offre. Je préférais mes lectures à ses conférences. On voit, je dirais une position très nette. D'ailleurs, il continue sa conférence. Je n'ai pas beaucoup changé d'opinion sur l'œuvre peinte de Gustave Moreau. Moreau, me semble-t-il, n'a eu aucun contact avec la nature. Pour dessiner le nu comme il l'a fait, cet homme, si épris du beau, n'a donc jamais frémi devant les belles lignes d'un corps vivant. Et pourtant, il parlait des maîtres d'autrefois mieux que quiconque. Raphaël, Rembrandt, Titien, Véronèse, tous ceux qui, chacun à leur manière, ont magnifié la forme humaine. Gustave Moreau, en fait, emmenait ses élèves au Louvre. C'est sa spécificité aussi dans son enseignement, c'est qu'il allait en fait aller voir les maîtres, la Renaissance italienne en particulier, et qu'il montrait en fait la façon dont, en puisant chez les maîtres, on pouvait proposer des nouveaux sujets. Par exemple, ce tableau, qui est un tableau plus antérieur, présenté au salon de 1866, si je ne me trompe pas, c'est ça, Orphée, c'est une réinterprétation du mythe d'Orphée. En fait, ce n'est pas Orphée qui est représenté, c'est Orphée décapité sur sa lyre, tenu par une nymphe. C'est un sujet tout à fait inédit pour la représentation d'Orphée, et il place cette nymphe dans un décor qui évoque les décors rocailleux de Léonard de Vinci. Son œuvre n'est pas en question ici, disons pourtant qu'elle n'est pas de celle qui marque une étape dans l'histoire de l'art. Beaucoup me jugeront sévère, et peut-être suis-je un peu influencé par certains caractères doctrinaux d'un homme qui me semblait pas trop sûr de lui. Il prêche la guerre. En effet, Gustave Moreau voulait absolument renouveler la peinture d'histoire, mais écartait toute idée de travail naturaliste, de représentation de la réalité. Pour lui, ce qui primait, c'était l'idée. On est donc effectivement dans une peinture qui est à l'opposé de ce que pouvait lui-même défendre Lucien Simon. Moreau, à mon sens, a une plastique faible, mais il a l'esprit ingénieux. Ses Salomé, ses Hercules, ses Hydres de Lerne sont composés comme de rares et complexes joyaux. Je connais de lui un petit tableau qui est une merveille d'exécution et de patine. Un petit tableau qui est ici au musée d'Orsay, c'est une petite crucifixion qui appartenait à Charles Hayem et qui était en fait dans les collections du Luxembourg. Moreau est mieux qu'imaginatif, il est étranger, il s'apparente parfois avec les petits Bellini, donc artistes de la Renaissance, symboliques du musée de Venise. Son étrangeté est moins foncière, moins spontanée que celle d'un Goya. On comprend les aspirations plastiques de Lucien Simon qui sont donc
à l'opposé de ces tableaux que vous avez sous les yeux. Et si vous connaissez la peinture de Lucien Simon, vous pouvez en fait très facilement le comprendre. Avec Gustave Moreau, on est vraiment devant le seul exemple d'artiste vis-à-vis duquel il se sent très étranger, mais qu'il tient malgré tout à montrer. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bel et bien d'un jalon essentiel de l'histoire de l'art et de la peinture française. On va maintenant se diriger vers Henri Fantin-Latour, un atelier aux Batignolles, un tableau de 1870 qui montre en fait ce qu'est le groupe impressionniste avant son éclosion en 1874. Concernant l'impressionnisme, sans doute vous connaissez son histoire, des peintres qui en fait se trouvent régulièrement confrontés à la sévérité du jury du Salon des artistes français. Le Salon des indépendants de 1884 n'existe pas encore. Et en 1874, ces peintres vont s'associer pour exposer ensemble une exposition de peintres dits indépendants et qui prendra le nom ensuite de peintres impressionnistes, puisqu'à cette première exposition, un critique d'art, un critique satirique, qui est Louis Leroy, dans une revue satirique, le Charivari, va employer le terme d'impressionnisme à propos d'un tableau de Claude Monet, que sans doute vous connaissez, qui est au musée Marmottan, Impression, Soleil levant. On est en 1874 et c'est la première exposition qui va être très médiatisée du groupe impressionniste. Par la suite, il y aura 8 expositions impressionnistes entre 1874 et 1886. À ces expositions, le personnage central de ce tableau, vous l'avez donc ici Manet avec sa barbe rousse, assise en train de peindre. Un atelier aux Batignolles, Édouard Manet n'y participera pas. Pour Manet, en fait, le combat doit se passer au salon officiel. Il est hors de question d'exposer ailleurs. Alors, il expose dans des galeries, c'est un immense commerçant, Édouard Manet, mais l'idée de s'associer avec d'autres dans une exposition un peu alternative ne le tentait guère. Manet, c'est qui plus est en plus de ça, à l'époque, dans les années 1860 puis 70, toujours un chef de file de ce groupe. C'est-à-dire ce que veut représenter Fantin-Latour dans ce tableau. C'est lui-même qui est au travail et autour, on a tout un groupe de jeunes artistes qui regardent le maître peindre, le maître transmettre finalement cette nouvelle peinture dans les années 1860, ce nouveau réalisme qui sera défendu par Émile Zola. Mais ensuite, ici, vous avez une partie du groupe impressionniste. Dans le cadre doré, vous avez au Pierre-Auguste Renoir, encore très jeune, Émile Zola, l'écrivain. Ici, c'est Frédéric Bazille, que j'évoquerai après, qui est un grand peintre, qui a fait partie de ce groupe de la bande dite à Manet, mais qui ne pourra pas participer aux expositions impressionnistes de 1974, puisqu'il meurt dans les combats de 1870, très jeune. Et puis tout à droite, un peu dans l'ombre, vous avez Claude Monet. Tout un groupe de jeunes peintres qui vient en fait à la source d'Édouard Manet. On va parler de ce groupe comme de la bande à Manet, comme le groupe des Batignolles, parce que le quartier des Batignolles à Paris était le quartier où Manet avait installé son propre atelier. Sachez qu'il y a eu presque une forme de chasse aux sorcières dans les années 1860. Tout artiste qui était associé à la bande à Manet était très régulièrement refusé par le jury du salon. Fantin-Latour, lui, faisait partie des rares membres de cette bande, pourtant très explicitement rattaché à Manet, à pouvoir exposer. Ses portraits de groupe notamment étaient régulièrement acceptés au salon. C'était tout le paradoxe d'artistes qui ne pouvaient pas exposer leurs toiles, mais dont les portraits étaient présentés et acceptés par le jury. On le comprend beaucoup plus facilement parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus institutionnel dans la peinture de Fantin-Latour, qui évoque les maîtres du XVIIe, les grands portraits de groupe du XVIIe. On pense aux portraits de Rembrandt ou de Rubens, dont Fantin-Latour était tout à fait féru. Lucien Simon évoque cet atelier des Batignolles. J'ai entendu Degas protester contre une appellation d'impressionniste dans laquelle on l'enveloppait avec des amis. Amis de jeunesse, tout au moins ceux qui entourèrent Manet, qui exposèrent ensemble au début et dont plusieurs figurent dans le célèbre tableau de Fantin-Latour, un atelier aux Batignolles. Il va ensuite s'attarder sur plusieurs figures importantes de ce mouvement. Et c'est assez touchant de savoir qu'il va, en 1931, alors que l'artiste est tout à fait méconnu, s'attarder sur ce grand peintre, parti trop vite, qui est Frédéric Bazille. Vous vous rappelez le grand jeune du coin droit dans l'atelier des Batignolles ? Bazille s'est représenté lui-même dans un excellent intérieur, l'atelier, où il domine ses amis de toute la tête. C'est un timide qui use en toute sincérité des plus beaux dons. Sa seule œuvre importante, mais qui mérite de le situer dans la phalange, est un groupe de famille, sans doute la sienne, qu'on va aller voir maintenant. Ce que Lucien Simon veut souligner, c'est en fait la jeunesse aussi de Frédéric Bazille. Frédéric Bazille, en fait, est un jeune peintre, va mourir très jeune donc, en 1870. Il va s'enrôler dans les Zouaves, qui étaient des troupes d'élite, troupes qui ont été décimées dans la guerre de 1870. Ce qui fait que c'est un artiste en fait, finalement toujours en devenir et qui sera néanmoins exposé aux expositions impressionnistes. Monet tenait à faire valoir en fait, la peinture de Frédéric Bazille, montrer qu'il a fait partie de ce groupe dans les années 1860. Je voulais vous montrer simplement cet atelier qu'il a donc montré en reproduction, je dirais, à son auditoire de Buenos Aires, dans laquelle effectivement on voit cet intérieur d'atelier, cette atmosphère en fait, d'échange, ce que Fantin-Latour a représenté dans le groupe des Batignolles également. Cette idée aussi que ces peintres échangeaient sur leur esthétique, se nourrissaient les uns les autres,
dans, je dirais, leur milieu, qui est un milieu en fait assez bourgeois, parisien. Ici, vous avez donc au centre Frédéric Bazille, qui aurait été peint en fait par Manet sur ce tableau, c'est assez amusant. Et vous avez face à lui Manet, qui est donc face à l'un de ces tableaux. Ce qui est amusant, c'est que tous ces tableaux ont véritablement été peints par Frédéric Bazille et sont aujourd'hui dans des collections réparties dans plusieurs collections. On va maintenant s'intéresser à Claude Monet. Eh bien, Lucien Simon tient à faire plusieurs distinctions. Il évoque Fantin-Latour, il évoque Manet, il évoque Degas, qu'on verra à l'étage. Et il évoque ensuite ceux qu'il appelle les paysagistes au sein de ce groupe impressionniste. Effectivement, Monet est plus un peintre de paysage qu'un peintre de figure, mais il tient à apporter quelques nuances par rapport à cette considération en présentant précisément le tableau Femme au jardin. Monet commença lui aussi sous l'influence de Manet à procéder par de larges aplats. Tableau de 1867, où apparaît un souci de plein air encore dépourvu de tout divisionnisme. Le divisionnisme, c'est cette façon dont l'impressionniste va procéder à une fragmentation de la touche et dont Monet sera l'une des figures tutélaires à côté de Pissarro ou de Sisley. Ce n'est pourtant pas simplement une œuvre du début. C'est une toile tout à fait magistrale où les robes blanches et safranées s'enlèvent en découpures impérieuses sur les ombres de la verdure. Tout l'opposé de ce que pourra proposer Renoir et de ce que Monet lui-même devait peindre. Mais on eut raison de faire dans les galeries nationales, sous-entendu, une place d'honneur à cette toile qui marque dans l'ensemble de notre école de la peinture française. Vous voyez que c'est typiquement une peinture qu'apprécie Lucien Simon et on le comprend assez aisément parce que plastiquement, ça correspond tout à fait au goût, au propre goût en fait qu'a Lucien Simon pour des choses très contrastées, très colorées aussi, mais une certaine force qui est tenue par une matière très présente et je dirais surtout une touche très mate, très compacte. On va se diriger vers un autre tableau qui est très célèbre, La Pie. Ce que Lucien Simon essaie d'expliquer à son auditoire, c'est que Claude Monet en fait se veut profondément réaliste. Néanmoins, il choisit ses angles, il choisit ses compositions, là où Corot parfois pouvait assembler son paysage. Rien de négligeable pour lui, toute addition est inutile. Il peint vite, d'après nature, un effet fugitif qui ne lui laisse pas le temps de minutieuses recherches. Tout se tient dans ce travail direct. C'est le propos même de La Pie, en définitive. Le sujet de ce tableau, c'est le petit oiseau qui est sur la barrière. Vous l'avez compris, le sujet même de ce tableau, c'est l'atmosphère. Cette façon qu'il a de capter les effets en fait, changeants de la lumière dans cette matinée d'hiver, cette façon dont la lumière va projeter des ombres sur la neige. Et cette neige en fait, dans laquelle les reflets sont bleus. Prenons-le pour ce qu'il est, aimons avec lui la lueur qui va passer, l'ombre qui monte le long du mur, l'église de Véteuil qui pointe au-dessus des vertes frondaisons rafraîchies au voisinage de la Seine, sa débâcle au ciel livide se mirant aux surfaces encore lisses de la glace. On est encore dans les conférences de Lucien Simon très écrites, ce qui nous permet au passage d'apprécier sa plume, qui nous montre qu'il aurait aussi pu avoir une carrière littéraire intéressante. On va s'intéresser maintenant à Édouard Manet. Parmi les peintres que Lucien Simon a admirés le plus, figure incontestablement Édouard Manet, auquel il consacre une grande partie de sa conférence consacrée à l'impressionnisme. Dandy, grand causeur, issu d'une grande bourgeoisie réfractaire aux arts, ce qui ne l'empêcha pas pour autant de mener carrière, Édouard Manet fut sans conteste le plus grand du groupe impressionniste. Admirable dessinateur, admirable peintre, il a beaucoup puisé au Louvre dans quelques spécimens de la peinture espagnole et a apporté une facture qui depuis a impressionné jusqu'à nos jours ceux qui l'ont suivi. Souvent présenté comme le chef de file de l'école impressionniste, Manet ne semble pas du tout y avoir porté ses efforts. En cela, il a tout à fait raison, puisque Manet, comme je vous l'ai dit, n'a jamais participé aux expositions impressionnistes. Pas plus que Puvis-de-Chavannes, Manet a été partisan de l'île déserte pour l'éducation d'un artiste. Alors ça, je ne l'ai pas précisé, mais il explique que Bastien Lepage a fait en fait une politique d'île déserte, c'est-à-dire je ne regarde pas les anciens, je propose une peinture nouvelle qui est une observation directe de la nature. Eh bien, il considère que ce n'est pas sa propre conception en fait, de l'art, qui doit aussi s'inscrire dans une certaine filiation. On sait que Lucien Simon admirait la peinture espagnole du XVIIe, on pense à Velázquez en particulier, ou encore celle de Frans Hals. Manet est de cette école-là. Manet puise chez les maîtres, en particulier chez les Espagnols, Velázquez également. Et d'ailleurs, en fait, Lucien Simon consacre toute une partie à la manière espagnole de Édouard Manet. Il présente un bar aux Folies Bergères, il présente l'Olympia qu'il prend le temps vraiment de décrire, mais il présente également le tableau que vous avez sous les yeux, Le déjeuner sur l'herbe du salon de 1863. Alors par rapport à cette question des salons, pour bien comprendre, en 1863, il y a un tollé immense. Imaginez, il y a 5000 candidats, il y a 2700 refusés.
2700 refusés, 2700 artistes qui sont refusés, parmi lesquels Édouard Manet. Devant le tollé médiatique de ce nombre considérable de refusés en 1863, l'empereur Napoléon III décide de la mise en place exceptionnelle d'un salon dit des refusés. Ce sera une édition assez unique. En réalité, il n'y aura pas d'édition par la suite de Salon des refusés. Et la particularité, c'est que la sélection officielle du salon et le Salon des refusés n'étaient séparés que par un tourniquet. On passait de l'un à l'autre au sein du Palais de l'Industrie. Alors certains peintres, Cazin par exemple, qui est un peintre refusé, dit on y allait comme dans un salon des horreurs, pour se moquer, pour commenter. Manet sera la principale attraction de ce salon. Le déjeuner sur l'herbe sera, je dirais, l'élément phare de ce salon des refusés, le principal objet de moquerie. On va vilipender ce tableau, tant pour sa facture que pour son sujet, et Lucien Simon en fait l'aborde directement. La verdure du fond est sombre. Courbet n'en a pas usé autrement. Mais la tache claire apportée par le nu, au deuxième plan, est plus fraîche, plus en aplat, moins modelée. J'en profite pour dire que souvent les analyses de Lucien Simon sont celles d'un peintre, d'un plasticien, qui observe la matière. Il faut imaginer qu'à Buenos Aires, les reproductions étaient en noir et blanc au passage. Il n'avait pas de reproduction en couleur, pas d'hectachrome, et donc il devait rendre aussi ses productions extrêmement vivantes, très en matière. La femme est assise à plat, dans une pose qui exagère la longueur des jambes, longueur à laquelle Manet ne voulut apporter aucune atténuation. Le modèle, en fait, effectivement, de ce tableau, ce modèle nu, associé à ces personnages habillés, est la muse d'Édouard Manet, Victorine Meurant, qui est une jeune fille, encore mineure d'ailleurs à l'époque, qui est un modèle d'atelier qu'il avait rencontré dans l'atelier de son maître, qui est Thomas Couture. Victorine Meurant sera elle-même peintre, et elle était rousse, avec une peau très claire. Et elle avait été connue aussi pour avoir des chevilles, paraît-il, jugées assez peu élégantes par la critique, mais en fait, Manet disait, il y a des rudesses, eh bien, j'ai peint ce que j'ai vu. Il s'inscrit en cela quelque part dans une forme de réalisme, mais un réalisme qui n'a rien, de naturaliste en soi, puisqu'il invente cette réalité. J'y reviendrai. Manet ne voulut apporter aucune atténuation. La pâte est d'un tuf profond. Le tuf, je ne sais pas si vous savez, c'est une forme de pierre calcaire qui était utilisée dans les bâtiments. Donc un tuf profond, c'est cette espèce de couleur un peu blanchâtre. Les deux jeunes qui déjeunent avec leur compagne sont le prétexte à de beaux noirs et de beaux gris. En bas à gauche, une nature morte avec chapeau de paille et robe bleue qui est la plus savoureuse qu'on ait peinte depuis Chardin. Le tableau fit frémir par sa hardiesse. Hardiesse de peinture, hardiesse de sujet. George John avait juxtaposé des nus à des costumes de son temps dans le concert champêtre. Le concert champêtre, c'est un tableau qui est au musée du Louvre, qu'on associe régulièrement à ce tableau parce qu'il a directement inspiré Édouard Manet. Il est aujourd'hui attribué à Titien, mais lorsque Manet l'a copié, il était attribué à George John. On y voit un jeune Farnèse qui joue de la musique avec sa maîtresse, mais des siècles avaient passé sans qu'une telle licence fût permise, c'est-à-dire l'idée d'exposer sur un grand format un nu avec des personnages habillés sans aucun prétexte mythologique ou historique. Au passage, d'ailleurs, c'est sous le titre du bain que ce tableau sera exposé en 1863. Manet ne lui donnera le titre de déjeuner que parce que la critique ou le public dit tout le monde va voir le pique-nique de Manet ou le déjeuner de Manet. Finalement, il va l'appeler lui-même le déjeuner sur l'herbe, mais au Salon des refusés de 63, c'est le bain qu'il donne comme titre à ce tableau. Et bien sûr, c'est une sorte de jeu avec le bain de Diane, avec les sujets mythologiques, dans le titre même. Alors ce tableau n'a rien de réaliste au passage, parce que rien que la nature morte qui est en bas à gauche, et ça la critique va le remarquer, rassemble des cerises de juin et des figues de septembre, des choses tout à fait impossibles en réalité. Et ce qui fait que ce tableau en fait est tout à fait irréel. L'intérêt pour Manet n'est pas de représenter un sujet trivial, tiré de la réalité quotidienne, mais plutôt de faire valoir son métier de peintre. D'ailleurs, le décor de ce tableau n'a rien de réaliste. On va l'associer à un décor de théâtre rapidement peint, avec des erreurs de perspective au passage. Et puis quelque chose parfois qui sous-entend l'idée d'une femme nue associée à des hommes habillés, évidemment une sorte de jeu de sexualité de groupe. D'ailleurs, Manet lui-même aimait appeler ce tableau la partie carrée en référence, la partie carrée à un jeu de sexualité de groupe. Donc tableau scandaleux par son sujet même, mais en particulier par sa facture, et ça Manet en est tout à fait conscient, il sait que le scandale va créer la médiatisation. Lucien Simon termine à propos du fait d'associer une femme nue à des personnes habillées, son propos sur ce tableau en disant « Disons que nos jeunes peintres d'aujourd'hui s'en dédommagent largement ». Effectivement, dans les années 20-30, Matisse, toute la peinture moderne, je pense même à Othon Fries, Dufresne, Segonzac, représente très largement des scènes légères. Nous allons maintenant nous tourner vers un tableau de Pierre-Auguste Renoir. J'ai entendu autrefois Rodin me dire « Ce Renoir, c'est le plus grand dessinateur de tous ». Avec mes habitudes du dessin ponctué, affirmé, entrant comme un élément propre dans une œuvre d'art,
Le propos me surprit tout d'abord. Je compris ensuite le prix que mon grand interlocuteur, Rodin, attachait à cette compréhension de la forme, qui n'est plus qu'une limite souvent invisible entre les corps. Pour ce passionné de la lumière qu'était Renoir, c'était bien la façon la mieux appropriée de concevoir le dessin. Empressons-nous de revenir au chef-d'œuvre de sa maturité, à ces fêtes de la couleur que nous offre son moulin de la Galette. Œuvre essentiellement neuve si on songe qu'à cette époque, Manet sortait seulement de sa manière espagnole. Tout bouge dans cette toile, tout l'influe. Les visages de grisettes. Les grisettes sont des semi-mondaines, des jeunes femmes vivant de faibles revenus, des ouvrières de confection, des dentelières qui étaient employées dans le commerce. Des visages de grisettes qui émergent ici et là. Les éclaboussures de soleil prennent les têtes. Rien de rosse, de grossier, dans cette image de la jeunesse qui s'amuse, une bonne humeur touchante, partagée par l'auteur. Là encore, ce tableau, c'est l'un des rares grands chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, puisque parfois Zola disait lui-même, on recherche en vain le chef-d'œuvre dans les expositions impressionnistes. Ce tableau va être très médiatisé lors de la 3e exposition impressionniste, celle de 1876. Renoir, déjà par son format, mais aussi par son sujet où il applique concrètement les principes impressionnistes, l'idée de capter l'éphémère, non pas pour un paysage, mais un sujet urbain. Le bal du Moulin de la Galette, c'était en fait un bal populaire à Montmartre. Montmartre, en fait, venait d'être attaché dans l'arrondissement parisien, mais l'alcool y était encore moins cher pendant 10 ans. Vous savez que, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'octroi parisien, mais vous savez que Montmartre a pu bénéficier pendant longtemps, avant 1860, du fait que toute la consommation de denrées, d'alcool était moins chère puisqu'elle n'était pas soumise à l'ancienne enceinte parisienne. À partir de 1860 et l'annexion par Napoléon III et Haussmann de toutes ces communes qui entouraient Paris, dont Montmartre, naturellement l'alcool y était redevenu plus cher. Montmartre s'est rebellé et a obtenu un délai de 10 ans. Ça, il faut le savoir, par rapport à d'autres communes comme Vaugirard ou au Picpus ou Bercy. On va maintenant s'intéresser à Edgar Degas. La façon dont Degas l'invite à venir dans son atelier et la façon dont finalement la porte est restée close. Donc c'est bien une relation qui a été très éphémère entre Edgar Degas et Lucien Simon. Toujours est-il que Lucien Simon associe toujours la peinture de Degas au caractère quelque part aussi de Degas, qu'il présente comme presque un misanthrope, figure très complexe, presque comme un Juvénal. Juvénal, c'est un poète antique qui portait un regard extrêmement satirique sur ses contemporains. À quel milieu parisien ce Juvénal va-t-il d'abord s'attaquer ? Demande Lucien Simon dans sa conférence. Il répond au rat d'opéra. Il se délectera avec fringale devant des minois de Ouistiti, des membres un peu grêles, des déhanchements de petites femmes précoces, mais il s'en délectera en grand dessinateur que ravit la courbe étirée d'une jambe juvénile, le plan décisif d'une omoplate. On souligne d'ailleurs au passage encore une fois la qualité d'écriture de Lucien Simon. Sa conférence sur l'impressionnisme est très écrite et c'est un régal de littérature. La collection Camondo au Louvre possède 2 des plus belles créations de Degas en ce genre. Celle qui est restée presque entièrement en camaïeu, le sens de la beauté domine l'âme du peintre. Dans l'autre, son esprit douloureux, son esprit méchant se fait jour. Le maître à danser qui surveille les entrechats est une sorte de petit belluaire armé d'un gourdin qui a certainement passé une partie de sa vie à la traite des blanches. Voilà pour la présentation de ces tableaux par Lucien Simon. Il évoque également les courses. Un tableau que par exemple on pourrait voir qui est exactement à l'opposé. Ces courses de chevaux. Personne n'a-t-il fait des courses comme Edgar Degas. Il se vantait de n'être jamais monté à cheval et d'en ignorer entièrement l'anatomie. Et pourtant, mieux que Géricault, en fier écuyer, celui-ci, Géricault, je ne sais pas si vous le savez, c'est un artiste qui est mort prématurément d'un accident de cheval. Il comprit les allures de la bête qui s'ébroue ou se cabre, son pas d'échassier, son vol d'hirondelle aux savantes foulées. Le salon d'automne, qui est un salon d'avant-garde au début du XXe siècle, va mettre en avant Paul Cézanne dès sa fondation en 1903. Donc il va lui-même visiter le salon d'automne, il n'y participe pas. C'est un salon qui est fondé par l'un de ses amis, qui est Georges Desvallières, qui accueille beaucoup d'élèves de Gustave Moreau, Henri Matisse, les Fauves, mais qui va aussi accueillir Paul Cézanne. Donc il va déjà pouvoir commencer à voir Paul Cézanne, qui n'était pas très introduit dans le milieu, de la Société nationale, pas du tout, ni dans celui vraiment, littéraire parisien, qui est celui de Lucien Simon. Néanmoins, c'est surtout par Bernheim Jeune, en réalité, qui sera le marchand officiel de Lucien Simon à partir de 1906. En 1906, en fait, Lucien Simon noue un contrat presque d'exclusivité, en fait, un contrat de marchand avec Bernheim Jeune, qui va être la galerie qui va organiser les importantes rétrospectives de l'œuvre de Lucien Simon avant la guerre de 1914. Et il se trouve que Bernheim Jeune défend également la peinture de Paul Cézanne. Je fus longtemps sans l'aimer. Je ne pouvais en particulier goûter les nus de Paul Cézanne, dont il animait ses paysages,
à l'instar de quelques journaux illustrés. C'était ce dessin d'enfant mal inspiré, dans les monstruosités desquels je ne découvrais aucune intention d'art. On pense en particulier par exemple aux baigneurs qui sont assez connus de Cézanne tout là-bas. C'est à l'occasion d'une exposition bien choisie à la Galerie Bernheim que je compris ses qualités de peintre, très difficiles à égaler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par critiquer Cézanne et ensuite il lui voue une profonde admiration. Très difficile à égaler. Quand il concentre, juste comme dans une grande nature morte, et il parle précisément de la nature morte qui est derrière moi, une grande nature morte d'objets et de fruits posés sur une table de cuisine. La matière serait à mettre à côté du tapis dans Les Syndics. Les Syndics, c'est un fameux tableau de Rembrandt, un tableau, un portrait de groupe, et qui a la particularité d'avoir un tapis un peu perçant, avec des couleurs rougeoyantes, très, très, très vives et très belles. Comme dans 10 tableaux de pommes, beaucoup plus profonds que ceux nouvellement acquis par le Louvre. Comme dans sa grande édition des joueurs de cartes, c'est le tableau par exemple que vous avez là-bas. Comme dans Main portrait de lui-même, si définitif, bien que rien ne soit à sa place. Il va, au sujet de Cézanne, aborder une tendance qu'il a du mal à comprendre et qui est encore très en vogue à la fois à Paris, mais également dans le milieu artistique de Buenos Aires, qui est celle du cubisme. Et il va tenter en fait une définition du cubisme, un courant auquel il avoue être assez étranger en réalité. Cette façon en fait de géométriser l'espace, de géométriser en fait la perspective, les formes, chose que Cézanne en fait a préfigurée dans sa peinture. Cézanne, comme vous le savez sans doute, meurt en 1906 et le cubisme émerge en 1907-1908 sous les pinceaux de Braque et de Picasso. Il va connaître à Paris une vraie grande réception critique, jusque dans les années 20-30, avoir des nouvelles écoles de cubisme. Il se trouve que même des peintres sud-américains vont faire valoir une forme de cubisme dans leur peinture. Juste pour synthétiser un peu les propos de Lucien Simon, il s'appuie entre autres sur un ouvrage qu'a publié Jacques-Émile Blanche en 1931, ouvrage que prend avec lui Lucien Simon pour alimenter son propos. C'est un ouvrage publié par Jacques-Émile Blanche qui s'appelle Les Arts plastiques et dans lequel Jacques-Émile Blanche s'entretient avec Guillaume Janot, qui est un critique d'art très en vue à l'époque, qui a publié précisément en 1929 un ouvrage sur le cubisme, mais celui de Glaise, celui en fait des années 1920-1930. On voit bien que Lucien Simon n'est pas très à l'aise à l'idée d'analyser une esthétique qui est très éloignée de la sienne. Pour peut-être illustrer mon propos, on va se diriger vers la montagne Sainte-Victoire qui est derrière moi. Une des montagnes Sainte-Victoire, évidemment, de Paul Cézanne, puisque c'est un artiste qui, comme Monet, comme Pissarro, comme Renoir, d'une certaine manière, va avoir un travail de série très intéressant, c'est-à-dire la façon dont on va décomposer un même sujet, le traiter selon des angles et des journées et des atmosphères différentes. Mais toujours est-il que les grands théoriciens du cubisme, et Guillaume Janot, ce critique qui évoque Lucien Simon en a fait partie, présente Cézanne comme un précurseur du cubisme, notamment dans sa façon qu'il a de définir l'art de peindre. C'est traiter la nature, je cite Cézanne, par le cylindre, la sphère, le cône, la pyramide. C'est traiter la nature donc, par le cylindre, la sphère, le cône, la pyramide. Voilà, cette notion-là, elle a été encore une fois très très utilisée encore aujourd'hui pour parler de l'émergence de ce cubisme, puisque c'est Braque lui-même qui dit qu'il a finalement appris sa leçon de Cézanne lui-même. Lucien Simon répète cette notion-là, tout en avouant que c'est quelque chose qu'il fait lui-même, puisque lorsqu'il traite et qu'il dessine une forme, il pense à sa forme géométrique originelle. Je voyais assez clairement cela comme lui. C'est le marbre à peine dégrossi du sculpteur, un jeu de cubes. Et en effet, les adeptes insuffisamment avertis, sans doute, nous ont présenté des assemblages finalement de boîtes qui synthétisaient quelques formes humaines ou autres. Il explique, à son avis, l'évolution un peu trop exacerbée, trop systématique du cubisme par la suite, à commencer par celui de Picasso, sans le nommer. Et M. Janot sourit également à la pensée qu'on peut attribuer au cubisme une origine métaphysique, c'est-à-dire quelque chose de plus spirituel, de plus cérébral. Au contraire, le cubisme, en fait, naît d'un besoin matériel, d'un besoin de revenir matériellement aux sources originelles des objets et à leur géométrie originelle. Vous voudrez bien admettre tout au moins que j'ai cherché la solution avec une entière bonne foi. Peut-être mes réflexions vous amèneront-elles à quelques solutions que, hélas, je ne connaîtrai pas. Il avoue lui-même en fait une certaine forme d'impuissance à définir le cubisme dans sa conférence, lorsqu'il parle de la peinture de Cézanne. C'est un peu pour cela que j'ai traversé les mers, mais je me sens moi-même mal placé pour en parler. Concernant le cubisme, il est évident que Lucien Simon, dans sa conférence, répond directement à une demande de son auditoire. Je pense que de lui-même, il n'aurait probablement pas abordé ce courant en traitant la peinture française de 1860 à 1930. On va maintenant se diriger vers ce qui va conclure notre parcours, une toile de Gauguin et 2 petits tableaux de Maurice Denis. Au passage, on va passer la salle consacrée au néo-impressionnisme. Ça me permet juste de distinguer les termes. Il se trouve que Lucien Simon,
lorsqu'il va aborder la peinture de Paul Gauguin, va parler de néo-impressionnisme. En fait, quelque part, il emploie un terme générique encore utilisé dans les années 20, un terme assez commode, un terme un peu fourre-tout. Aujourd'hui, ce que l'histoire de l'art a retenu, c'est que ce terme de néo-impressionnisme a été employé par Félix Fénéon, le premier, en 1886, pour parler de la nouvelle peinture de Georges Seurat. Georges Seurat, puis Paul Signac vont pousser en fait la fragmentation de l'impressionnisme jusqu'à lui donner une résonance scientifique, ordonnée, presque d'ailleurs géométrique d'une certaine manière. Et c'est cette définition de Fénéon qui a été retenue dans l'histoire de l'art. Mais au début du XXe siècle, ce terme de néo-impressionnisme, parfois il est utilisé pour qualifier la peinture dite des Nabis, dite de Maurice Denis, de Bonnard, de Vuillard, mais aussi de Gauguin. Il faut savoir qu'un critique d'art va être en partie responsable de cet amalgame. C'est un critique qui est anglais, Roger Fry, qui en 1910 va organiser à Londres une exposition très importante, une exposition qui s'appelle Manet on Post-Impressionism, et qui va regrouper après Manet tous les développements de l'impressionnisme. On est en 1910 et donc dans cette exposition, il va regrouper des néo-impressionnistes comme Seurat ou Signac, mais aussi ce qu'il va qualifier de néo-impressionniste aussi également, c'est-à-dire la peinture de Paul Gauguin, la peinture de Bonnard, de Vuillard, de Maurice Denis, alors que vous l'avez compris, on est en tout à fait l'exact opposé. Pourquoi l'histoire de l'art aujourd'hui a retenu la définition de Félix Fénéon plutôt que celle de Roger Fry ou d'autres critiques d'art pour le néo-impressionnisme? Tout simplement parce que c'est plus cohérent. Seurat comme Signac s'inscrivent dans un certain prolongement de l'impressionnisme. En cela, ils peuvent se qualifier de néo-impressionnistes. A l'inverse, Paul Gauguin ou les Nabis comme Maurice Denis, Bonnard, Vuillard s'inscrivent en parfaite rupture par rapport à l'impressionnisme. Pourquoi? Et nous le verrons. Parce qu'ils proposent une peinture qui a abandonné cette fragmentation de la touche, qui a abandonné aussi l'idée de traduire une atmosphère, qui revient à une peinture idéaliste au sens où elle va faire la promotion d'une idée, aussi parce qu'elle se veut décorative et qu'elle va privilégier plastiquement des aplats de formes et une vraie synthèse des formes avec des aplats de couleurs très vives. Finalement, c'est esthétiquement tout à fait à l'opposé de ce que peuvent proposer Renoir, Monet, Sisley ou Pissarro. L'œuvre de Paul Gauguin est une peinture d'allure révoltée, subissant malaisément l'atmosphère de son pays. L'air natal oppresse le peintre, ne se trouvant pas encore assez loin dans son coin de Bretagne. Je vous invite à regarder La Belle Angèle qui est juste ici, qui est un tableau iconique de Paul Gauguin. Il va passer les 15 dernières années de sa vie à Tahiti. Sa production y est féconde, un art et décoratif tel que l'avait conçu Puvis de Chavannes. Il remet à l'honneur Puvis de Chavannes. Le Salon d'automne, à sa fondation, nous donna une rétrospective de Gauguin qui me le révéla. C'est ainsi que Lucien Simon va découvrir Paul Gauguin en 1906. Sachez que le commissaire de cette première rétrospective en 1906 au Salon d'automne de l'œuvre de Paul Gauguin, rassemblant plus de 115 œuvres, comme j'ai dit, tableaux, dessins, mais également sculptures, le commissaire de cette exposition, c'est Georges Desvallières, son ami, qui va à ce moment-là tisser des liens très étroits avec Maurice Denis pour organiser cette exposition. C'est ainsi que Lucien Simon va découvrir en 1906 l'art de Paul Gauguin. Il est fort à parier que la façon dont Lucien Simon aussi alimente la couleur de sa propre peinture est aussi liée aux couleurs vives qu'il a pu observer de Paul Gauguin. Et il y a quelque part chez Lucien Simon une certaine admiration pour Paul Gauguin. Il ne le met pas au même niveau que Puvis de Chavannes, mais il tient à souligner la filiation entre l'art synthétique de Puvis et l'art synthétique et décoratif de Paul Gauguin. La qualité de beau tapis vous échappera à la projection, mais toujours pourrez-vous y admirer la belle répartition des figures, la noblesse des rythmes. Je veux terminer sur les propos de Lucien Simon sur Paul Gauguin, qui sont assez élogieux, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Gauguin laissa une belle œuvre par le sens décoratif à la Puvis de Chavannes. Mais il tient à souligner, elle demeure toutefois inférieure sur le plan plastique. J'admets que la polynésienne n'ait pas eu cette vénusté que lui prête Pierre Loti, dont sont dotés tant d'autres sauvagesses. Il eut tendance à supprimer le modelé. Le plus souvent, les objets comptent en entier par eux-mêmes, sans ombre, sans lumière. Mais du point de vue des tâches générales, il sut en trouver d'une résonance que Puvis de Chavannes lui-même ne trouva pas. Donc on a dans les propos de Lucien Simon la parfaite conscience que Paul Gauguin en fait figure de chef de file pour tout un pan en fait de la peinture de la fin du XIXe siècle. Il le sait d'autant plus qu'il s'est lié d'amitié, en particulier après la Première Guerre mondiale, avec un peintre qui est un fils spirituel de Paul Gauguin et qui est Maurice Denis. Maurice Denis va réaliser avec Lucien Simon les grands décors de l'escalier du Sénat, l'occasion pour les deux artistes de considérablement se rapprocher. Et d'ailleurs, dans sa partie consacrée à Gauguin et aux dits néo-impressionnistes, excusez-moi du terme, il consacre une grande partie de sa conférence à l'œuvre de Maurice Denis.
Et il évoque la réalisation de ce type de petits panneaux. Alors il va consacrer une très grande partie aussi au grand décor de Maurice Denis, donc je ne pourrais pas tellement vous en parler, il faut lire pour cela le cahier, hein. Mais il évoque en fait la façon dont Maurice Denis va être le principal théoricien de ce mouvement. Et Maurice Denis, c'est vrai, tenait à souligner pour la naissance de ce qui va devenir le groupe dit des Nabis, prophètes en hébreu, ce groupe qui va aller vers une synthèse très plastique de la peinture avec des couleurs vives, tient à instituer Paul Gauguin comme chef de file, comme père spirituel. Je laisse parler Lucien Simon. À l'atelier Julian, c'est cette académie Julian dans laquelle en fait Lucien Simon lui-même est passé. Il a rencontré Émile René Ménard, Charles Cottet, mais aussi Georges Desvallières, qui était en fait cette académie privée très en vue, très médiatisée. On l'appelait l'école des beaux-arts de la rive droite. Cette académie Julian a vu passer cette génération qui est celle de Lucien Simon, puis celle qui en fait la suit directement. Il faut savoir que Maurice Denis est beaucoup plus jeune, ils ont presque 10 ans d'écart. C'est un artiste qui est né en 1870. Donc ils ont presque 10 ans d'écart. Et c'est donc presque 10 ans après que Maurice Denis et d'autres jeunes artistes vont fréquenter l'Académie Julian. À l'atelier Julian, nous avait suivi un groupe d'artistes de quelques années plus jeunes qui semblaient moins que nous encore aptes à profiter de l'enseignement de Bouguereau. Bouguereau, c'est un peintre académique qui était professeur à l'École des Beaux-Arts mais qui enseignait aussi à l'Académie Julian pour une raison simple, c'est que c'était très bien rémunéré. Un jour, Sérusier, donc Paul Sérusier, rapporta de Pont-Aven, ce petit village de Bretagne qui était un peu l'équivalent d'un Barbizon breton. Pourquoi ? Parce que très tôt, des années 1850-60, des peintres vont y aller. C'est un endroit très reculé dans le Finistère, très préservé en fait de toute industrialisation, permettant à des peintres de peindre des sujets plus, je dirais, traditionnels, notamment des costumes bretons traditionnels. Donc même les académiques encourageaient leurs élèves à y aller. Il se trouve que c'est à Pont-Aven que Gauguin va rencontrer à l'été 1888 Émile Bernard, ainsi qu'un certain nombre de jeunes artistes, parmi lesquels Paul Sérusier. Et il va là-bas commencer à théoriser une nouvelle peinture, une peinture dite synthétique, qui puise son inspiration dans les imageries d'Épinal, mais aussi l'art du vitrail, et les affiches, quelque chose de très synthétique et très cloisonné également. Un jour, Sérusier rapporta de Pont-Aven le couvercle d'une boîte à cigares peinte sous la dictée de Paul Gauguin. C'est ce fameux talisman qui est aussi intitulé La Veine au bois d'amour. La Veine, c'est le fleuve qui traverse Pont-Aven. Et en fait, si vous regardez bien, ce tableau, il paraît très abstrait, mais c'est en réalité un tableau qui est figuratif, qui représente la Veine, le fleuve, avec au fond le moulin, et ses parois bleues, et ces arbres et ces troncs bleus qui sont donc sur le bord du fleuve. Sérusier rapporta de Pont-Aven le couvercle d'une boîte à cigares, peinte sous la dictée de Gauguin. Effectivement, il y a cette anecdote que Maurice Denis rapporte lui-même. En fait, un jour, Sérusier ramène à l'Académie Julian un tableau peint. C'était ce fameux tableau qu'ils vont eux-mêmes instituer comme talisman, de manière assez humoristique d'ailleurs, en disant finalement ce tableau, c'est tout l'enseignement de Gauguin résumé sur un petit panneau de bois. Pourquoi ? Parce que Sérusier a rapporté à Maurice Denis que Gauguin lui a dit « Ces arbres, comment les voyez-vous ? Rouge, eh bien mettez du vermillon. Et ce moulin bleu, mettez de l'outremer pur. » Voilà. Mettez des couleurs en fait très vives, à peine diluées, sorties, en aplat, traitées sur le panneau. C'est ainsi que Maurice Denis va théoriser en fait ce qui est le principe synthétique du groupe des Nabis, une définition qu'il va donner en 1890 et que quelque part Lucien Simon transcrit presque littéralement, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. C'est simplement, Maurice Denis, ce qu'il souhaite dire, c'est rappeler la matérialité d'une œuvre, un support couvert de couleurs. Peu importe le sujet, ce qui compte, c'est l'assemblage et l'harmonie des couleurs. Revenir finalement à cette synthèse. Les voilà partis, privilégiant une pleine liberté dans le rendu des objets, une pleine liberté d'exprimer sa propre joie devant la nature ou de l'adapter à ses rêves. Ce fut de cette dernière manière que le comprit Maurice Denis, une des intelligences les plus distinguées de son temps. Il est presque aussi écrivain que peintre, et tout de suite, il formule, en y ajoutant du lien, les idées jetées éparses par Gauguin. C'est le vrai père de cette église, le Platon de ce nouveau Socrate. Grand cerveau en même temps que grand peintre, Maurice Denis formulera ainsi magnifiquement les nouveaux préceptes qu'il résumera en disant que le tableau est avant tout un quadrilatère chargé de couleurs variées. Alors là, en fait, on voit que Lucien Simon n'avait pas la citation directement ou l'ouvrage directement sous les... Mais de mémoire, il reprend un peu la citation que je viens de vous donner de Maurice Denis. C'est assez touchant parce que Lucien Simon, en fait, veut être le plus précis et le plus historique, en fait, dans sa définition. Le tableau est avant tout un quadrilatère chargé de couleurs variées. Et c'est la raison pour laquelle le musée d'Orsay a très rapidement, en fait, associé le talisman de Paul Sérusier à un petit tableau de 1890, si je ne me trompe pas,
de Maurice Denis. Au moment où il écrit sa théorie en fait, du synthétisme, eh bien, il réalise ce petit tableau, tache de soleil sur la terrasse, où on a les mêmes principes esthétiques extrêmement en fait, minimalistes. Et je terminerai en fait avec cette dernière citation sur Maurice Denis, je terminerai ce parcours que nous avons vécu ensemble par ces propos. Il s'en faut encore que Maurice Denis répudie l'étude du monde extérieur. Au contraire, il lui doit ses plus grandes saveurs. Il y note des effets d'ombre et de lumière, des plans et des couleurs qui lui fourniront les plaques colorées dont il composera son tableau. Il y choisit les laines de sa tapisserie, car c'est avant tout un grand décorateur qui ne conserve pas seulement les mirages du monde extérieur, mais qui nous trahit les suaves sensations de son cœur. Voilà, c'est encore une fois une conférence qui a eu le mérite d'être très écrite par Lucien Simon, qui montre aussi l'intimité, la relation extrêmement intime qui liait Lucien Simon à Maurice Denis. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de toute cette conférence sur Maurice Denis qui est très dense, dans laquelle il accorde une grande importance à ces grands décors profanes et religieux. C'est devant ces petits panneaux de Maurice Denis qui illustrent tout à fait ce synthétisme un peu primitif de Maurice Denis, issu de Paul Gauguin, que je termine cette conférence. Et je tiens juste à souligner, au passage, d'une certaine manière, parce que j'ai évoqué Gustave Moreau, ce qui pouvait peut-être le différencier de Lucien Simon, j'ai évoqué le fait que Lucien Simon traite assez peu le néo-impressionnisme divisionniste de Seurat ou d'Henri Martin, qui était l'un de ses amis. Par contre, il voue une véritable admiration au synthétisme de Gauguin, de Puvis-Chavannes, mais aussi de son ami Maurice Denis. Il évoque aussi Bonnard, Vuillard, je n'ai pas eu le temps de les présenter. Mais c'est montrer aussi une forme de libéralisme de Lucien Simon et aussi une certaine évolution de Lucien Simon dans ses goûts esthétiques, puisqu'on sait dans ses écrits qu'il goûtait au départ assez peu la peinture synthétique de Maurice Denis, mais lorsqu'il a rencontré Maurice Denis personnellement, et en particulier lors du chantier de l'escalier du Sénat, il a rencontré un artiste assez complet, et il a été de même touché en fait, par son esthétique. Ça montre aussi d'une certaine manière l'évolution du goût de Lucien Simon, mais aussi quelque part, et c'est propre aussi à l'enseignant, quelqu'un qui laisse jaillir des productions qui sont tout à fait étrangères, un peu étrangères à ce qu'il produit lui-même, parce que Lucien Simon on a beaucoup de densité, de profondeur, ce n'est pas une peinture de synthèse, mais néanmoins une profonde admiration pour une peinture qui lui est tout à fait, on pourrait dire presque, différente, pour ne pas dire parfois opposée. Je vous remercie pour cette visite, voir davantage sur la façon assez complète qu'a Lucien Simon de transmettre sa vision de l'évolution de la peinture française entre 1860 et bien sûr, bien au-delà du champ chronologique qui nous intéressait aujourd'hui jusqu'en 1930. Je vous remercie.